Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Guélulila. Comme vous le savez, à chaque fois dans cette émission, nous abordons des sujets sur l'art et la culture. À la présentation, c'est Déborah Canning-Christelle et je suis avec mon invité de ce soir, Monsieur Niviti Johnny. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager quelque chose qui est en rapport à l'art et la culture. Et ce soir, nous allons parler de l'art, plus précisément de la peinture. Vous êtes peintre. Oui, je fais de la peinture, entre autres. Je fais de la peinture. Entre autres. Ouais. Comment vous avez embrassé ce métier? Alors, je peux bien dire que je suis tombé dedans étant très jeune, dès l'école primaire. C'est juste le fait que, par exemple, tu dessines, tu grignotes sur quelque chose, et les gens commencent à te dire que tu dessines bien. Petit à petit, dès l'école primaire, les professeurs, à un certain moment, te disent, tu te mets devant, tu dessines. En fait, je suis tombé dedans étant vraiment très jeune. J'ai eu de la chance de le découvrir très tôt. Est-ce que vous pouvez quantifier en nombre d'années? Ça fait combien de temps que vous êtes peintre? Je ne sais pas, plus de 30 ans. Plus de 30 ans? Plus de 30 ans. Enfin, depuis l'école primaire. Donc, depuis l'école primaire, j'étais à l'Athénée primaire. Je me souviens qu'à l'époque, je dessinais déjà. Je me souviens même que parfois, un professeur pouvait te dire, tu te mets devant, tu dessines quelque chose que les autres vont imiter. Donc, c'est depuis ça. Et j'ai continué. On dit souvent que pour un artiste, que ce soit peintre, surtout pour le peintre, il faudrait nourrir ses yeux pour pouvoir devenir plus tard un artiste. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Vous avez eu le temps de pouvoir nourrir votre œil, vos yeux, afin de pouvoir plus tard devenir un artiste en allant dans des musées, en allant dans des expositions, voir comment les autres pouvaient peindre pour que vous aussi aujourd'hui vous soyez un peintre? Alors, moi je me dis que peut-être tout au départ, avant l'œil, il y a l'intérieur, il y a le côté émotionnel, il y a le côté personne. Tu ressens des choses. Tu peux dessiner, mais l'œil aussi va jouer un grand rôle par rapport à ce que tu vas remarquer, à ce que tu vas voir tout autour de toi, pas nécessairement même dans des musées. Par exemple, tu seras dans un environnement, tu vois une personne qui est habillée d'une telle manière, ça te donne une idée. Or une autre personne ne peut pas avoir une idée à partir de là. Tu vois une voiture, une chaussure, tu as envie de dessiner. Tu regardes une bande dessinée, tu as envie d'imiter le dessin. Alors que quelqu'un qui a autre chose comme chanteur, autre chose, il va beaucoup plus interpeller pour autre chose. Donc, l'œil est le premier élément de contact avec le monde extérieur. Et petit à petit, alors, tu vas canaliser l'œil afin que ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Comment vous pouvez nous expliquer le fait que certains peintres ont le besoin de pouvoir se nourrir au travers aussi des livres, en lisant des histoires? Est-ce que ça vous aide aussi dans l'imagination de ce que vous devez reproduire dans la toile? Oui, normalement, tous les éléments de contact, il y a l'œil, il y a l'ouïe, il y a la bouche, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, tu peux lire, et quand tu lis, quand tu as une graine de peintre en toi, quand tu lis, ça te donne des images. Quand un chanteur lit, ça lui donne une chanson, par exemple. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, tous les éléments qui amènent des informations à l'intérieur vont en fait transformer ces informations soit en art visuel, peinture, toile, tout ça. C'est pour cela que la lecture fait partie aussi. Quand vous l'avez dit que ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le métier, à quel moment vous avez décidé, ou bien est-ce que après vos études vous avez dit ok, je me concentre, parce que je me dis que vous avez eu quand même un parcours académique? Oui, j'ai fait un parcours académique, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'université en fait, la faculté d'agronomie ici à l'université du Burundi, mais l'art s'est imposé très jeune. Je me souviens que même, ce n'est même pas une anecdote, j'étudiais à l'Athénée primaire. Tu vois, l'Athénée primaire à côté, à la librairie Saint-Paul. Quand j'ai commencé à dessiner, alors il s'est fait que, comme les concours de la vie, les parents sont morts, j'étais très jeune. Je me suis retrouvé dans des familles où j'étais accueilli, mais je me disais, je dois faire quelque chose pour gagner un peu de sous. Et j'ai commencé à faire des cartes postales. C'était des cartes postales très simples que j'ai remarqué quelqu'un d'autre faire. Et j'ai commencé à les vendre à la librairie Saint-Paul. Mais maintenant, il y a parfois, je les fournis des petits tableaux qu'ils vendent. Ils me disent que la table sur laquelle on m'accueillait, à l'époque, la table était plus haute que moi. Après tant d'années, tu vois, par exemple, c'est quelque chose, je suis tombé dedans, en fait, depuis très jeune, Donc, l'art s'est imposé à vous très jeune? Oui, ça s'est imposé. C'était une évidence. C'était pas question, je vais devoir faire d'abord poursuivre mon parcours académique, essayer de voir si je pourrais avoir un job qui cadre avec ce que j'ai fait à la faculté. En fait, le fait que, par exemple, ça m'a même permis de faire le parcours académique. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Et je me suis payé mes études moi-même, avec même mes petits frères, mes petites sœurs. Donc, c'est quelque chose que le concours de la vie t'amène quelque part. Peut-être au départ, je me disais, je vais faire des études comme tout le monde. Je vais faire, je sais pas, j'aimais beaucoup plus l'agronomie, j'aimais la médecine. Et parfois, il y avait tout un éventail qui est devant moi parce que nous sommes dans une nation où on n'a pas des modèles directs sur lesquels s'identifier.
on a tout un éventail de choix. Et parfois, tu fais des choix en tâtonnant. Mais le parcours de la peinture, ça s'est imposé petit à petit. J'ai commencé à gagner des sous. Je me suis dit, tiens, donc ça peut me permettre d'être libre, de me payer mes études, de payer les études de mes petits frères, mes petites sœurs. Et c'est tout un parcours. Et petit à petit, ça s'est imposé en fait. Je me dis avec votre parcours, depuis que vous avez commencé il y a déjà une trentaine d'années, ça veut dire qu'avec les temps, vous avez développé l'art de pouvoir vous vendre. Parce que pour un artiste, il faut savoir se vendre soi-même et vendre son œuvre. Normalement, très tôt, c'est vrai que j'avais cette graine d'artiste. Mais le besoin était là. J'avais besoin d'argent. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Je me souviens même qu'à un certain moment où je n'avais pas d'inspiration pour dessiner ou faire quelque chose, j'allais au marché. J'achetais à l'époque des livres. C'était soit des Paris Match, des Nous deux. Quand tu ouvres à l'intérieur, il y avait des posters. Tu dessinais le poster, tu mettais sur un support, soit une pancarte, un truc comme ça, et tu allais les vendre en fait. C'est-à-dire que la nécessité directe de pouvoir vendre s'est imposée au même moment que la peinture était là. Et c'était à ma portée alors, la peinture. Au lieu de faire autre chose, c'était à ma portée. Et petit à petit, alors j'ai développé et la peinture, et la tactique de vente, et aussi connaître l'environnement. Et après tant d'années, je me dis, je suis un peu polyvalent en fait dans la peinture. Voilà. Et est-ce que pour ceux qui sont connectés sur Facebook, vous pouvez voir les images de ces œuvres, de ces toiles qui sont diffusées actuellement sur le Facebook. Est-ce que vous pensez que vos œuvres, elles sont celles qui parlent le plus pour vous, ou bien vous avez besoin après de parler pour vos œuvres? Alors au début pour moi, parce qu'il y a d'autres qui choisissent qu'on parle d'eux avant leurs œuvres, mais j'ai voulu beaucoup plus que les œuvres parlent. J'avais un adage, je me disais, dans chaque maison ici au Burundi, il doit y avoir mon œuvre. Je suis persuadé qu'à Bujumbura, il y a très peu de maisons, il n'y a pas au moins une de mes œuvres parce que ça fait beaucoup d'années et je produis énormément. Alors, petit à petit, comme les œuvres commencent à parler, chaque œuvre, il y a une petite signature. Quand les gens vont voir les œuvres, en bas, il y a une petite signature. Et quand les œuvres parlent, facilement que la personne achète l'œuvre, il va faire le rapprochement avec celui qui a, ou bien le peintre qui a fait l'œuvre. Et à un certain moment, il y a une symbiose entre l'œuvre et la personne. Et à un certain moment, quand tu as déjà une base d'acheteurs, ils achètent la signature en fait. À ce moment, ils disent, on a besoin d'une œuvre de telle personne. C'est tout un parcours en fait. C'est tout un parcours. Et surtout qu'on dit que pour un artiste, il vend plus des émotions avant de vendre son œuvre. Donc je me dis, qu'est-ce qui vous différencie le plus des autres artistes peintres qui sont à Bujumbura? Alors normalement, je ne peux pas dire qu'il y a une telle différence. Chaque personne, peintre, artiste... Par rapport au style, par exemple, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, moi, je suis un peu polyvalent. Et j'ai cette façon de dire, je peux apprendre tout de tout le monde. C'est-à-dire, quand je vais regarder un artiste, je regarde son style, j'ai envie aussi de me plonger dans ça. J'aime bien les défis, en fait. J'aime bien les défis. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes ici qui sont professionnels. Maintenant, petit à petit, commence à venir, mais il n'y en a pas tellement. Alors, la différence peut-être avec les autres, c'est parce que je suis un peu polyvalent. Je suis dans tout, dans l'artisanat, dans le réalisme, dans le surréalisme, dans l'abstrait. J'essaie en fait d'ouvrir tout un éventail de possibilités. Ça me permet aussi de vendre parce qu'il y a des moments où tu fais des toiles, soit abstraites. Les toiles abstraites coûtent cher. C'est pas tout le monde qui va acheter ça. Tu te dis, tiens, donc s'il n'y a pas l'argent qui entre, je vais dans l'art artisanal. Je produis de l'art artisanal. Tu vas trouver beaucoup de gens qui vendent mes toiles partout. Là où on vend les toiles, ici. Maison fleurie, alimentation reggae, musée vivant, partout. Il y a même des gens qui circulent dans la rue avec mes petites toiles artisanales. Ça me permet de faire entrer des sous. Et puis aussi, il y a des portraits, il y a des commandes, il y a des décors de maison, il y a tout ça, tout un éventail. Je me suis laissé en disant, je vais tout embrasser en fait. Vous avez dit que les portraits, les toiles ou bien les œuvres abstraites sont plus chères. Pourquoi? Parce que c'est une toile où tu transmets en fait tes émotions. Alors, pour les autres, tu peux transmettre tes émotions. Mais pour les autres, il peut y avoir une commande. Quelqu'un te donne une commande, te dit, OK, ça c'est ma photo, tu me fais la portrait. OK, tu es beaucoup plus limité par la photo. Ce n'est pas toi qui te transmets. C'est vrai qu'il y a le style, parce que le portraitiste aussi a des styles. Mais des œuvres abstraites, j'aime bien dire que normalement, une toile, ça n'a pas de valeur monétaire. Ça a une valeur émotionnelle. C'est-à-dire que tu dois ressentir d'une certaine manière pour transmettre cette façon. Et là, tu sais ce que tu veux en fait. Et ce sont des œuvres que tu ne peux pas reproduire à 100%. Tu peux faire quelque chose qui lui ressemble, mais ça ne peut pas se reproduire. Alors, quelque chose qui est unique, ça doit coûter cher nécessairement. Pourquoi? Parce que même quand on achète ça,
souvent même quand des gens achètent mes toiles, j'ai envie de leur dire, écoutez, je t'accompagne chez toi, c'est moi qui mets la toile là où tu vas la mettre, mais je demande toujours à des gens, surtout pour les œuvres abstraites, est-ce que chaque fois que j'en aurais envie, pourrais-je passer chez toi pour regarder l'œuvre? Parce que ça me ramène dans les émotions que je ressentais au moment où je te faisais la toile. Okay. Voilà. Il y a des personnes qui pensent que les peintres, ce sont un peu comme des décorateurs, parce qu'il y a des personnes qui vont demander par exemple à un peintre, je veux que tu me fasses une toile qui ressemble à ça et qui va aller avec la décoration de chez moi. Est-ce que vous vous adaptez par rapport aux demandes des clients? Alors je m'adapte, oui, parce que c'est un marché qui est là. Parce qu'il y a des peintres qui carrément ils refusent, ils disent que ma toile ou mon œuvre n'est pas une décoration. Voilà. Par contre, moi ce que j'aime avec mon œuvre ou bien avec la personne, j'aime bien lui transmettre la richesse de cela. Pourquoi? Imagine quelqu'un achète une toile chez toi, mais va la mettre chez lui pour juste parce qu'il y a un vide. La personne ne va pas être un bon ambassadeur pour toi. Mais j'ai envie de lui dire, quand je dessinais ça, quand je peignais cela, je ressentais ceci. Mais en toi, qu'est-ce que ça fait en toi? C'est-à-dire, je ressors, non pas que la personne reste sur cette pensée primaire de dire c'est juste une toile, c'est juste une toile. Non. Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi? Parce que cette personne va passer plus de temps avec ta toile qu'avec toi. Il faut qu'elle la mette en valeur. Soit, par exemple, pour les gens qui ont des maisons, qui veulent que tu fasses des décors intérieurs. Je passe beaucoup plus de temps avant de commencer à travailler à parler avec la personne pour cerner en fait quelles sont les émotions. Je lui dis, écoutez, parle-moi, qu'est-ce que tu vois dans cette œuvre, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi? Et j'amène la personne en fait à ressortir ses émotions et aussi à mettre de la valeur dans les toiles que je vais mettre dans sa maison. Parce que la personne, quand on va avoir des visiteurs, c'est elle qui va dire, cette toile fait ça et ça et ça à moi. Et il transmet quelque chose, c'est une bonne publicité. Et les clients vont venir encore chez toi parce que c'est ça en fait qui est... On sent que déjà vous savez déjà vous vendre vous-même et vendre vos œuvres. Il y a une des œuvres qui est publiée là actuellement sur Facebook, c'est une œuvre abstraite. Je ne sais pas si on pourrait la voir et il pourrait nous expliquer quelle est l'émotion qui s'est dégagée le plus dans cette œuvre. Il y a une œuvre... Malheureusement, je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse la revoir, mais il y a une des œuvres qui était publiée sur le live Facebook actuellement, où on pouvait voir, moi je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait trop de peinture, de l'aquarelle, tout ça. Voilà. En fait, c'est des œuvres pareilles, par exemple. Je ne sais pas si je vois exactement l'œuvre que tu dis, mais ce sont des œuvres que tu fais. Quand tu vas au travail, tu as... Quand tu viens en disant je vais faire ça et ça et ça et ça. Mais quand tu arrives là par exemple, je me souviens cette œuvre, ce n'est pas celle-là, c'est une autre avec les peintures. Je suis arrivé au travail, je travaille au musée vivant et je me suis retrouvé qu'il y avait des gens qui se chamaillaient. Alors chacun tirait de son côté, Et j'ai essayé en tant que chrétien de leur dire écoutez, qu'est-ce qui ne va pas? Essayez au moins de parler à tête reposée, essayer de trouver des solutions. Mais les gens continuaient beaucoup plus à... Et là, quand j'ai préparé la toile, je voulais dessiner autre chose. Et je me dis, tiens, mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Pourquoi est-ce que chacun a cette graine d'égoïsme? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est bleu, rose, jaune, on ne peut pas te mettre ensemble? Qu'est-ce que ça va donner? C'est là où j'ai fait, c'est une technique en fait de peinture. On dit soit le spray, ou bien, souvent, ces derniers temps, c'est même à la page, où tu déverses des peintures, plusieurs peintures, mais tu essaies, en balançant la toile, à trouver une image qui t'enrichit en fait. C'est à base de cette dispute des gens, j'ai fait la toile, et ça a donné, parce que regarde par exemple, tu as une peinture jaune, tu as une autre peinture jaune moutarde, tu as une peinture bleue. Apparemment, ça ne se croise pas. Mais quand ça se croise, ça donne du vert. Ça donne du vert clair, ça donne plusieurs couleurs. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens... Et quand je regarde la toile, j'ai envie d'aller dire aux gens, écoutez, il y a tellement de différents dans les gens, mais il y a tellement de richesses à nous mettre tous ensemble. Ça, c'est une des œuvres que j'aime beaucoup. Je connais même la personne qui a acheté ça. Et souvent, quand je regarde les gens, je dis, waouh, il y a l'œuvre que j'ai fait, j'essaie plus ou moins d'aider les gens à s'entendre, à ne pas créer des conflits, tu vois, tout ça. Comme par exemple cette œuvre. Voilà, il y a des œuvres. Alors, pas celle-là, celle qui est venue avant. Celle qui est venue avant. Et vous allez voir que dans l'œuvre qui est venue avant, il y a ces couleurs, mais je n'ai pas laissé seulement ces couleurs. Il y a des traces de pinceaux que j'ai fait. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Il y a des petites traces noires de pinceau. Ça s'appelle, en fait, c'est juste cette sorte d'intermédiaire que je crée. C'est-à-dire, non pas ça, c'est des intermédiaires que je crée pour que les peintures entrent l'une sur l'autre. Et là, je me dis, écoutez, on a tellement de richesses ensemble qu'on ne veut pas nous chamailler, avoir des différends, mais créer quelque chose de plus. C'est ça, en fait. Et l'œuvre, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que chaque fois, ça me revient. Quand je vois des conflits, tu es en bus, tu vois les gens qui ne s'entendent pas, tu vois les conflits dans le monde, je dis non, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois créer un pont.
C'est ça en fait l'œuvre qui est là. J'aime beaucoup cette œuvre. On sent que dans tout ce que vous faites, vous avez la volonté de transmettre quelque chose. Ouais. Et concrètement, de manière plus simple pour des personnes qui ne sont pas très attraites à l'art Ouais. ou bien à la peinture et tout, Uh-huh. quel est le message que vous voudriez pour une personne qui ne connaît pas vos œuvres? Ouais. Quel est le message que vous voudriez d'un coup, en voyant votre œuvre, qu'il saisisse en voyant votre En œuvre? fait, la première chose que j'aimerais dire peut-être aux gens avant de dire le message, c'est que quand on parle de peintre, les gens se limitent au niveau de la pensée. Ils voient la toile. Ils voient juste... Mais la peinture, c'est partout. La peinture vocale, c'est la musique. C'est ça la peinture vocale en fait. C'est-à-dire, donc, quand tu entends quelqu'un chanter, quand tu vois un bruit, quand tu entends un bruit, c'est de la peinture, mais vocale. La peinture qu'on voit sur les toiles, on est entouré de peinture. La table sur laquelle on est en train de parler, le microphone dans lequel... C'est de la peinture parce qu'on commence à dessiner. Et l'œuvre la plus parfaite, qui est une peinture, disons, matérialisée, c'est l'individu, c'est l'homme. Voilà. C'est pour cela que j'aimerais transmettre aux gens. En fait, vous-même les hommes, vous êtes des œuvres, disons, artistiques créées par Dieu. C'est-à-dire que vous devrez transmettre quelque chose de positif tout autour de vous. C'est pour cela que quand quelqu'un regarde mes toiles, j'ai envie de lui dire, écoutez, entre en toi-même. Et que cette toile, tu puisses le rencontrer, mais ressortir le meilleur de toi-même. Imagine, j'aime bien, par exemple, croiser des gens dans la rue. Toi, quelqu'un est déprimé. C'est bien, c'est normal, ça peut arriver que quelqu'un déprime, il y a des circonstances. Mais tu lui dis, écoutez, même si tu déprimes en ce moment-là, il y a des gens qui vivent pire. Il y a par exemple des gens, je ne sais pas dans quel pays, qui sont sous les bombes. Toi, tu es encore vivant, tu respires au moins. Alors, mets-toi debout, parce que le côté positif des choses, je vais te dire, quand tu as quelque chose de positif, même si c'est difficile, mais c'est pour cela, l'être humain, c'est quelqu'un qui ne devrait pas accepter d'avoir de la dépression qui l'amène à contaminer les autres avec cette dépression. Cette énergie, dégager cette énergie. Voilà, négative. c'est-à-dire, à partir du moment où tu dis stop, je refuse cela parce que nous avons cette capacité. Tu transmets le positif. Alors, mes toiles, j'aime vraiment beaucoup. Les gens qui passent à mon atelier, c'est ça qu'ils connaissent. Je passe du temps à leur parler plutôt qu'à leur vendre d'abord la toile. Parce que quand je leur transmets cela, c'est normal quand la personne rentre, elle sait comment c'est positif de voir la toile et la personne de dire waouh, je me mets debout, je refuse que cela m'assaille, je refuse que cela tous. C'est ça en fait. L'image que j'aimerais dire, c'est écoutez, même si les choses difficiles, ça arrive à tout le monde, mais quand même, lève-toi le matin en disant ça doit être meilleur aujourd'hui. Même si hier c'était pire, ça doit être meilleur aujourd'hui. Dans les 2 heures qui vont suivre, ça va être meilleur. Et quand tu vis comme ça, la vie devient, je sais pas, tu es un battant en fait. Et quand tu es un battant, les choses se mettent en place pour toi. Voilà. Et est-ce que votre travail vous apporte du plaisir et une satisfaction? Oh, ça c'est le meilleur plaisir. Tu ne pourras jamais m'engager pour autre chose. Avant, moi maintenant j'ai une famille. Avant, moi je travaillais même à la maison. Je pouvais me lever au milieu de la nuit, commencer à peindre. Mais quand même, comme il y a des enfants, il y a tout ça, il y a toute une organisation à la maison. J'ai dit, maintenant je mets l'atelier ailleurs. Sinon, j'étais un maniaque. Je pouvais me lever au milieu de la nuit, je pouvais travailler jusqu'au petit matin sans sentir la fatigue. Je me souviens que ma femme disait, parfois j'ai oublié même de manger. Carrément. C'est de la passion, on sent. Bah oui, je sais pas, c'est plus même que de la passion, c'est la vie en fait. Et est-ce que ça vous arrivait plus tard, quand vous avez déjà fini une toile, en tout cas, on va y revenir après, le mot finir une toile, on va y revenir après. Mais quand vous avez terminé, entre parenthèses, une toile, est-ce que ça vous revient après 10 ans de vous dire, ok, je vais revenir et travailler encore sur cette toile? Oui. C'est quelque chose qui vous arrive souvent? Oui, ça arrive. Pas souvent parce que mes toiles, ils ont du mal à rester chez moi. Ça s'achète facilement. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Quand les gens viennent chez moi, je ne mets pas devant l'argent. Je me souviens dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu, j'avais une toile, je la vendais, c'était dans les 900 000, quelque chose du genre. Et la personne vient, voit la toile, et tu vois que la personne est captivée par la toile. Et il me dit combien? Il y avait une étiquette. Et elle regarde et me dit, waouh, c'est trop cher. Et tu le vois dans ses yeux, c'est trop cher. Et tu regardes la personne, tu te dis, mon Dieu. Et tu dis, combien tu peux donner? Si je disais la somme qu'elle m'a donnée, j'ai dit, prends la toile. Elle me dit, tu es sûr? Tu es sûr? Je dis, prends la toile. Parce que gratuitement même, je peux donner une toile, mais à quelqu'un qui a compris la valeur émotionnelle de la toile. Parce que ça enrichit la personne. C'est pour cela que mes toiles, vraiment, je suis parmi les gens qui écoulent les toiles facilement ici. Qui écoulent les toiles. Pourquoi? Parce que ce qui est devant, c'est pas l'argent, c'est la personne qui a acheté la toile. Mais à quel moment vous vous dites que, ok, cette toile, cette œuvre, elle est terminée? À quel moment pour un peintre? Normalement, une toile n'est jamais finie. Ce n'est jamais fini. C'est vrai que la toile qui est finie, c'est peut-être un portrait d'une personne. Tu vois, une commande. Quand le client te dit une commande, tu as fait le décor d'une maison, il te dit ok, ça va, ça va. Mais pour une toile, de la peinture,
c'est rarement que ça soit fini. Parce que les idées viennent, je sais pas. Chaque jour, il y a un enrichissement. Chaque jour, tu as envie d'ajouter quelque chose, je sais pas. C'est rare. Même ce n'est seulement pour moi, mais tous les autres artistes te diront c'est rare qu'une toile te dise la toile est déjà finie. Ok. Ouais. Et est-ce que vous vous inspirez d'autres peintres comme Vincent Van Gogh ou bien... Oui. Alors, en fait, disons que j'ai un esprit ouvert. Je me documente beaucoup. Je regarde les autres où ils sont. Alors, il y a des gens, par exemple, tout t'inspire. Oui. Pas seulement les peintres, Oui. mais aussi les peintres. Ils avaient cette façon d'être dedans. À notre époque, il y a très peu de peintres qui peuvent te parler de la peinture comme je le dis. C'est juste pour vivre, c'est une toile, tout ça. Mais quand tu regardes les gens comme Van Gogh, quand tu regardes par exemple comme Leonardo da Vinci, tu regardes les gens, tu écoutes leurs documentaires, tu regardes comment, parce qu'à l'époque, même les peintures ou bien le matériel qu'ils utilisaient, ils avaient des pigments qu'ils trafiquaient eux-mêmes. Tu regardes Michel-Ange. Je me souviens d'une anecdote quand il peignait par exemple le basilic. Il y avait un endroit, c'était tellement sombre. Mais son apprenti lui disait, mais pourquoi tu tiens à mettre des petits détails là où les gens ne vont même pas voir, tu vois, parce que la partie visible était presque finie. Et il lui dit, écoutez, il y a l'œil de Dieu qui voit tout ce que je fais. Je cherche la perfection comme Dieu cherche la perfection. C'est-à-dire, tous ces gens nous inspirent en fait. Mais non seulement les peintres, même tous les gens qui circulent dans la rue, un documentaire, je sais pas, tout nous inspire en fait. On est inspiré par tout le monde. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de choses qui soient les plus difficiles pour un peintre dans le métier? Alors, la chose la plus difficile, c'est qu'il arrive des moments de burn-out. Il y a des moments où tu ne sens pas comme pour les écrivains, on dit la page blanche. Vous, c'est la toile blanche? Oui, je me souviens, il y a même pas quelques semaines, ça m'est arrivé. J'arrive là, je me dis, ok, comme je suis polyvalent, je vais laisser artistique, je vais faire de l'artisanat. Non. J'ai voulu même faire de la poterie à ce moment-là, je me souviens. J'ai voulu même faire des statuettes avec des fils de fer. Je me suis dit, mais c'était tellement bloqué en moi, je me suis dit, écoutez, la seule chose qui reste, je prends une bouteille d'eau, je bois, je fais du sport, je rentre à la maison, je regarde un bon film, je prends mon pour la prière. Ça m'a pris 2, 3, 4 jours. J'étais à la maison, je restais là, j'allais à mon travail. Pourtant, je suis un maniaque de travail. Mais il y a des moments... Vous êtes dans le style de burn-out, mais vous n'avez pas eu les problèmes de symptômes de la page blanche, comme pour les écrivains? C'est un peu ça. C'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu as une toile qui est préparée, la toile elle est là, elle est toute blanche, mais tu sens que tu n'y es pas. C'est ça en fait. C'est-à-dire un écrivain, il y a une page, il va écrire, mais le texte il ne vient pas. Il commence, il va déchirer. Moi il y a même des toiles, j'ai commencé puis j'ai déchiré carrément. Carrément j'ai jeté. Et il y a des moments comme ça. On ne sait même pas pourquoi ça vient d'où. Peut-être à l'époque, je ne sais pas. Je me suis dit, c'était la fatigue, je ne sais pas. Mais en tant qu'être humain, il y a des moments comme ça. Mais il y a d'autres moments. Moi, ça m'a pris 1 journée, 2 jours, j'ai fait l'effort, 3 jours. Au bout du 4e jour, c'était comme s'il y avait une ampoule qui s'allume dans la tête. Pouf! Je cours à l'atelier. J'étais à 19h du soir. Et j'ai fait une toile. Je me souviens qu'elle est même là à l'atelier. J'ai dit, waouh! Et là, on ne sait même pas pourquoi ça se produit. Donc, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote d'un jour où quelqu'un est venu, il a acheté votre toile et ça a provoqué une émotion vraiment très saisissante chez lui? Oui, en fait, c'est une dame. Alors, c'est une autorité. Je ne savais même pas que c'était une autorité parce que j'étais dans mon atelier en train de travailler. Et la personne vient juste au niveau de la vitrine et regarde la toile, me dit combien? Je lui dis la somme. Elle me dit, écoutez, tu auras fini quand? Je lui dis demain. Mais je ne regarde même pas la personne. Et la personne part. Quand elle part, je finis la toile, tout ça, je publie et le lendemain, elle vient. Et elle me dit, écoutez, elle ne regarde même pas la toile finie. Elle m'appelle dans le parking parce que je travaille au musée vivant. Elle me dit, écoutez, la toile que tu as commencé hier, c'était au début. La toile était au début. Tu l'amènes, je te donne le triple de la somme, on va ensemble, tu vas la mettre dans ma maison. Et là, je me suis dit, attends, la personne achète la toile, elle était au début. Elle n'a pas vu même la toile finie. On a eu chez elle, je mets la toile, et elle passe du temps à regarder la toile. Et elle regarde la toile. C'est une dame bien placée qui a des sous. Elle regarde la toile, et puis à un certain moment, je vais partir. Elle m'appelle, elle me dit, écoutez, on peut aller au Barza parler? Et elle commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, je connais un peu la valeur émotionnelle d'une toile. Oui. Et elle m'a raconté sa vie. Parce que c'est une personne de l'extérieur, elle a tout. Oui. Mais elle parle des blessures, elle parle de ça, Et maintenant, on est même des grands amis. C'est une dame. Attendez, elle a pu ressentir cette émotion qui se dégageait de votre toile? En fait, non seulement elle n'a pas ressenti l'émotion, peut-être que moi je ressentais, mais cette toile a ressorti des choses et des blessures et elle a guéri
au travers de cette toile. Ok. Et bizarrement, c'est la façon où il y a eu une connexion entre la personne et la toile que je n'avais pas encore fini la veille. Et la personne vient le lendemain et ne demande même pas à regarder la toile finie. Et elle me dit, amène la toile, je suis dans la voiture, dans le parking, amène la toile. Et quand j'amène la toile, et elle regarde la toile, au début, le coup d'œil, je ne vois pas qu'elle est tellement intéressée. Je me dis, peut-être, elle a un endroit qui est vide dans sa maison, comme elle a de l'argent, elle veut juste... Et quand on arrive dans la maison, on met la toile et elle passe du temps à regarder la toile. Moi, j'aime bien. Et bizarrement, je passe du temps à vouloir lui expliquer la toile, comme je le fais souvent. Mais tu sens qu'elle n'écoute pas mes paroles. Par contre, elle est entrée en elle-même et ça ressort des choses qu'elle a vécues des années et des années. Et un certain me dit, on va au Barça. Elle me parle de ça. J'ai dit, waouh. Donc, une toile peut avoir une telle force émotionnelle, mais aussi de guérir une personne. Et là, vraiment, c'est quelque chose. Même jusqu'à maintenant, on en parle. Souvent, on en parle. Bon, elle est devenue, entre-temps, une des grandes clientes que j'ai pour le moment parce qu'elle est bien placée quand même. Elle m'a connecté avec d'autres personnes. C'est vraiment, même quand elle a besoin, par exemple, d'acheter quelque chose pour les enfants, des peintures, des trucs, pendant les vacances, elle m'amène les enfants pour pouvoir les enseigner. Ça a créé une telle connexion que je me suis dit, waouh, quand même, une toile peut même guérir les blessures d'une personne. En partant de votre expérience qui écoule de beaucoup d'années, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait s'engager dans le métier de peinture? Alors, la première chose, j'aimerais parler aux parents d'abord, aux parents, parce que souvent, ce sont des choses qui viennent très tôt, mais les parents sont tellement dans la vie courante qu'ils ne remarquent pas quand un enfant de 4 ans, 5 ans commence à émerger quelque chose. J'aimerais dire aux parents, ayez l'œil. Non pas seulement de nourrir tes enfants, de lui payer les études, ayez l'œil d'un manager ou bien d'un détecteur de talent. Non seulement au niveau de la peinture, non, au niveau de la peinture du chant. Parce que les enfants, nous sommes tous créés d'une manière où on a une telle richesse en nous et c'est très jeune que ça se dégage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, non pas les parents parce qu'ils sont morts, j'étais très jeune, mais les professeurs qui m'ont encouragé dans son terrain. Et à partir de là, alors, il faut les guider. Qu'est-ce que tu fais? Tu guides un enfant. Tout en lui disant, par exemple, moi j'enseigne des enfants très jeunes, je peux détecter des gens qui ont du talent, mais je dis, écoutez, dans la vie, il faut savoir faire ce que tu dois faire pour pouvoir faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si je dois t'enseigner la peinture, tu pourras laisser tes études. D'abord, tu deviens parmi les 5 premiers. C'est une exigence, comme ça je vais t'apprendre autre chose. Quand la personne a le talent, elle doit faire l'effort d'être meilleur dans ce que la société lui demande, les études, bien se comporter à la maison, tout ça, et en retour, tu aides la personne. Et là, alors, maintenant, nous sommes dans une nation, on a du mal à donner de la valeur à ce qu'on appelle de l'art. Pourquoi? Parce qu'on a une seule école d'art ici au Burundi. Et c'est une école d'art où on envoyait les gens qui avaient échoué à l'école, en fait. À Gitega, l'école d'art de Gitega, c'était des gens, entre guillemets, médiocres. Et là, j'aimerais demander, peut-être qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, de vraiment valoriser cela. Parce que quand vous valorisez cela dans la nation, il y a des gens qui émergent. Et quand les gens émergent, les jeunes vont avoir des modèles sur lesquels s'identifier. Regardez maintenant, par exemple, les gens parlent de l'entrepreneuriat, mais on donne beaucoup de théories. Beaucoup de théories. Or qu'on a besoin de modèles. Les modèles parlent plus. Mais qu'on sait, alors, au niveau des parents, au niveau de l'organisation de la nation, mais aussi au niveau des individus, les jeunes qui sont là, qui trouvent du talent. Approcher les gens. Par exemple, moi, je suis toujours disponible. J'aime même transmettre. C'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres. Tu les approches, tu parles avec eux, tu apprends. Parce que moi aussi, à un certain moment, j'ai appris d'autres personnes. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Johnny, de nous avoir partagé votre passion, de vos conseils surtout. Et aussi, on invite les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio, d'aller massivement vous rencontrer au Musée Vivant pour pouvoir en apprendre davantage. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. C'était un plaisir pour cet échange. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Passez une bonne soirée.